Bafana. On se souvient encore de ce pénalty manqué qui aurait pu permettre aux Sud-Africains de mener 2-0. Alors bien sûr, les Fennecs ont réussi à renverser la vapeur, mais c'est tout de même ce qu'on appelle une victoire dans la douleur et dans la chaleur, d'où ces critiques des journalistes algériens. L'équipe nationale aurait pu venir ici un peu plus tôt pour s'acclimater, s'adapter avec l'environnement de l'Afrique équatoriale, de la Guinée équatoriale. Et puis il y a eu ce match contre le Ghana qui aurait pu assurer la qualification de l'Algérie en cas de succès. Les Fennecs se sont montrés un peu plus convaincants, mais ils se sont fait surprendre bêtement dans les arrêts de jeu. Et long ballon vers Samoa Gyan face à Parmigiani, la vitesse d'Asamoah Gyan dans la surface de réparation. Piqué dans les arrêts de jeu, l'Algérie. La défaite est cruelle mais finalement assez logique. Le coach, lui, pointe encore un problème d'adaptation aux conditions de jeu. Sur un terrain qui est très difficile, où on ne peut pas enchaîner des passes, on est en insécurité complète et ça on a énormément de mal à s'adapter. Il y a aussi l'aspect physique parce qu'il y a 35 degrés, donc toutes les courses deviennent pénibles. Des joueurs qui ont du mal certainement à évoluer à leur meilleur niveau. Je pense que Yacine Brahimi est dans ce cas-là, donc c'est des joueurs qui sont aussi très importants pour que l'équipe d'Algérie soit compétitive. Brahimi, le maître à jouer de l'Algérie, forcément au centre de toutes les attentions. Brahimi qui ne veut même pas penser à une élimination prématurée. Si on passe, tout sera oublié et on se penchera sur le quart de finale. Et voilà, et bien sûr que si on passe pas, mais ça passe pas par ma tête. Voilà, parce que je suis vraiment déterminé et j'espère vraiment qu'on passera. Attention, l'Algérie face au Sénégal. Islam Slimani est forfait, victime d'une élongation. Vous avez entendu le sujet de Vincent Radiolo, Mathieu Darnon, ces rumeurs de tension. C'est assez fréquent, ce genre de rumeurs dans la presse algérienne. On parle de Soudani, de Bouguera, qui ferait un petit peu la tête. À votre avis, on est dans la... Il y a beaucoup de journalistes... algérien. C'est toujours le record. Je pense que même à la Coupe du Monde, ils étaient plus nombreux que les autres. Il y a beaucoup de pression. Il y a aussi des histoires qu'on leur raconte. Donc il faut faire attention à ne pas tomber dans ce piège éventuellement. C'est peut-être vrai aussi, on ne sait pas. Bon, je pense que Christian Gourcuff a démenti, bien sûr. Mais enfin, je pense que l'Algérie est encore dans sa Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la Coupe d'Afrique, ils sont encore dans le fait de dire dans les stades de la Coupe du Monde, on doit reproduire. Et là, ils doivent oublier la Coupe d'Afrique. C'est vraiment une autre compétition, c'est un autre contexte, c'est vraiment une autre réalité. Et si demain l'Algérie ne veut pas être surprise, il faut vraiment que les joueurs comprennent que là, ils ne sont plus au Brésil, ils sont en Afrique et en Guinée équatoriale. Et que là, le football là-bas, ça demande beaucoup d'exigences au niveau, comme l'a dit l'entraîneur, au niveau physique et même au niveau mental. Ce qui complique également la chose, vous dites qu'il faut oublier la Coupe d'Afrique, mais il y a Christian Gourcuff qui est un nouvel entraîneur qui arrive. Vaïd Halilhodžić a réussi pendant cette Coupe du Monde, donc c'est plus compliqué. Les équipes maghrébines en Afrique subsaharienne, justement, c'est un vrai problème. On ne se rend peut-être pas compte que les conditions sont vraiment très différentes de ce que connaissent les joueurs, même si tous les joueurs jouent en Europe pour la plupart, y compris dans les équipes d'Afrique noire. Malgré tout, ils sont beaucoup moins accoutumés à ces conditions de jeu. Je suis d'accord avec vous, ils sont beaucoup moins accoutumés et en général, on se sert souvent. Quand ce sont des matchs, vous savez, on joue le dimanche, ils arrivent 2 jours avant, on se sert souvent de ça pour motiver les troupes en disant ils vont avoir du mal. Et en général, c'est vrai qu'ils ont du mal, ce n'est pas le même type de chaleur qui est plutôt une chaleur sèche. Et là, elle est plutôt très humide et c'est cette humidité qui leur pose problème. Et vous avez vu que certains journalistes commencent à remettre en cause l'arrivée de la sélection peut-être trop tard. C'est dans tous les pays du monde pareil. Quand ça perd, on dit on aurait dû faire ça. Et on verra. C'est demain que ça va se jouer. Attention quand même les Algériens parce qu'ils ne sont pas sur une bonne série face au Sénégal. Regardez, le Sénégal a perdu un seul de ses 7 derniers matchs officiels face à l'Algérie. C'est dire si la tâche sera quand même compliquée demain pour les hommes de Christian Gourcuff. Le Sénégal au classement qui a donc un point d'avance. Un point d'avance, c'est fragile mais précieux, ou bien c'est précieux mais fragile, comme vous voulez. Et puis c'est vrai qu'on a un questionnement sur le niveau de cette équipe coachée par Alain Giresse. Quel visage va-t-elle montrer demain dans ce match si important pour elle? Le reportage de Laurent Dupin avec Mathieu Darnon. Dans l'avion entre Mongomo et Malabo, les Sénégalais et leur sélectionneur Alain Giresse ont sûrement beaucoup pensé à leurs 2 premières prestations. Un match convaincant face au Ghana, remporté 2-1 avec ce but de Moussa Sow dans le temps additionnel. Une fin de rencontre héroïque, restée sans suite lors du 2e match face à l'Afrique du Sud. Mené 1-0,
Le Sénégal parvient à égaliser, pas suffisant pour s'assurer la qualification. Comparant les deux matchs, un match où effectivement on retrouve ce que le Sénégal sait faire et un autre match où on n'est pas tout à fait dans ce que le Sénégal sait faire. Donc on doit franchir un palier. Si on est à notre niveau, pourquoi pas faire un résultat, mais c'est ce qu'il faut rétablir. Alain Giresse, cible de toutes les critiques d'une presse sénégalaise très véhémente. Giresse, coupable selon les journaux d'avoir changé 5 titulaires entre les deux matchs. Il y avait de la déception et après chacun une forme de frustration. On était en dessous individuellement de ce que les joueurs sont capables de faire. Nous avons eu trop de déchets sur le plan technique pour pouvoir espérer obtenir autre chose que ce qu'on a obtenu. Un défi énorme attend les hommes de Giresse. Sénégal, Algérie. Ce qui aurait pu être une affiche de prestige entre deux pays déjà qualifiés et désormais un match décisif à qui tout double. Ça va être un gros match. De toute façon, voilà, on va jouer notre qualification sur ce match, eux aussi, donc on va vraiment tout mettre en œuvre pour nous qualifier. Et voilà, là, il n'y aura pas d'état d'âme et je pense qu'il faudra montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on fait depuis le début. Donc on va vraiment tout donner pour pouvoir nous qualifier. Dans cette période de tension, un petit moment sympathique hier à l'aéroport. Alain Giresse croise les joueurs du Mali, son ancienne équipe, et son capitaine Sédou Keïta. Ça c'est bon pour tout le monde. Il faut passer ce tour-là. On va au bout. Après presque 10 ans en Afrique, Alain Giresse a l'expérience pour relancer son équipe. Dans sa carrière de sélectionneur, il a contribué au renouveau de l'équipe du Gabon avant de mener le Mali à la 3e place de la CAN en 2012. L'expérience d'Alain Giresse dans le foot africain, mais attention, donc le Sénégal, bien qu'en tête de sa poule, pourrait se faire éliminer, se faire dépasser par le Ghana, par exemple, en cas de défaite contre l'Algérie. Donc rien n'est joué. Afrique du Sud, Ghana, ce sera le deuxième match. Et les Ghanéens, comme les Sud-Africains, ont encore espoir. Écoutez, Gian Asamoah ainsi que Dean Furman, le Sud-Africain, ils sont l'un et l'autre au micro de Théo Schuster. What we're trying to do is to make sure we qualify tomorrow. That is our main focus right now. South Africa have got a great team, young players, great talent. But hey, I'm a Ghanaian. We need to qualify. It's going to be a tough game. No game at this competition is easy. I think at this stage of the group, everyone knows what they'd have to do and what they don't have to do. So we know for us that we have to go and win. There's no other way for us to qualify from this group. Ghana had a very good win against a top team in Algeria the other day. They've got some great players and we know they're going to be a very difficult opposition, but we are fully focused. We know that if we continue in the form that we are in, playing the good football that we're playing, that we can go and win this game and hopefully qualify. Demain 19h pour savoir qui de ces 4 nations, Afrique du Sud, Ghana, Algérie et Sénégal, se qualifie pour les quarts de finale. Et puis après-demain, le groupe des nuls. Le groupe des nuls, ceux qui font nul partout, qui font que un partout. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Mali. Regardez, ils sont tous à égalité. 2 points. Tous marqué le même nombre de buts. 2 buts. Si ça reste comme ça, c'est l'ordre alphabétique qui fera passer les équipes. Eh ben non, justement, figurez-vous. On va vous en parler. Ce serait bien pour vous, ça, le Cameroun, l'ordre alphabétique. Mais ce ne sera pas le cas. Est-ce que les Camerounais et les Ivoiriens ont peur? Est-ce que vous faites des cauchemars, Patrick Mboma et François Zawi? Non, c'est vraiment... Bon, ça peut être le groupe D, le groupe où la défaite est interdite, mais je pense que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est de grosses nations. C'est des équipes qui ont abordé ces matchs avec beaucoup de... C'est vrai, des tensions autour, mais je pense que ce serait un beau match de football. Et j'espère que la Côte d'Ivoire va gagner. Ambroise Oyongo, le lion indomptable qui avait marqué lors du premier match, qui avait égalisé. On va l'écouter, il est avec Cyril Domenico. La finale, elle a commencé depuis le premier match. Donc c'est un match et on va aborder ce match comme on a abordé le reste des matchs, mais avec plus de concentration et de motivation pour pouvoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire un bon résultat pour passer au second tour. Patrick Mboma, donnez-nous des nouvelles, les Lions indomptables qui se sont entraînés aujourd'hui, bien sûr. Alors, ils sont comment? C'est quoi les dernières news? Vous qui êtes au cœur de cette équipe, vous avez des infos, j'imagine. Oui, alors déjà, on a entendu parler d'une querelle entre Clinton Jane, que l'on n'a pas vu, et Stéphane Biya
pour avoir interrogé certains, ils n'en ont pas entendu parler. Et c'est vrai que l'opinion voudrait voir Clinton Jay et je me suis moi-même demandé pourquoi il n'était pas entré lors du deuxième match, parce qu'on avait le sentiment qu'il pouvait apporter quelque chose. Alors comme il a été un tueur d'éléphants en qualification, peut-être qu'on va le remettre. Parce que les deux équipes étaient ensemble, effectivement, dans leur groupe de qualification, et que le Cameroun avait étrillé la Côte d'Ivoire. Dire comme ça, Hervé. La Côte d'Ivoire avait étrillé. Non, le Cameroun avait étrillé la Côte d'Ivoire 4-1. Hervé Renard, l'entraîneur des éléphants, ne l'a pas oublié. Écoutez-le, il fait notamment allusion à ce match. C'est un match très difficile. C'est contre une bonne équipe du Cameroun. On les avait dans notre pool de qualification pour cette Coupe d'Afrique. Ça vous a pas super réussi? Oui, on s'est fait... on a pris une petite raclée à Yaoundé, mais au mois de septembre, alors que beaucoup de joueurs ne jouaient pas dans leur club. Le contexte était difficile, donc voilà. Maintenant, on a eu une meilleure prestation à Abidjan pour le dernier match de qualification. Ça ne sera pas facile, mais on a toutes nos chances. Il y a un ticket pour les quarts de finale à obtenir. Je pense que ce n'est pas difficile à comprendre. Il n'y aura pas de long discours. Je pense que ces joueurs sont capables, dans des moments comme cela, de relever leur niveau, et je suis persuadé qu'ils vont le faire. Choc de géant entre les éléphants et les lions. Mais tout joueur, tout entraîneur aimerait vraiment vivre ces moments-là, ces genres de matchs-là. Alors, en cas de match nul, en cas de un partout, par exemple, dans les deux matchs, on va encore se poser la question. On s'est demandé quand même que se passerait-il. Il y aurait une égalité absolument parfaite et Laurent Jaoui a trouvé le règlement. Ce serait bien un tirage au sort effectué par la commission d'organisation. On aurait pu penser que les sanctions administratives, les cartons jaunes, les cartons rouges auraient pu jouer un rôle. Non, ce serait un tirage au sort. On peut imaginer quand même que les équipes vont essayer d'éviter d'en arriver à ces extrémités. En tout cas, ce règlement et cette perspective d'un tirage au sort pour savoir qui va en quart de finale, ça ne plaît pas du tout à notre consultant et au consultant des RFI, Joseph-Antoine Bell. De buts marqués, de 2 points d'abord, de buts marqués, de buts encaissés. C'est très facile de se dire que les deux qualifiés ne peuvent pas venir du même match. Donc, il est, à mon avis, il aurait été plus indiqué, malheureusement ce n'est pas prévu, mais on pourra le faire la prochaine fois. Il est plus indiqué de dire simplement que dans ces conditions, on joue 2 matchs de coupe. C'est-à-dire qu'à la fin du temps réglementaire, si l'égalité persiste, les matchs se jouant au même moment, il n'y a donc pas de tricherie possible, il n'y a pas de décalage, on est au courant de ce qui se passe sur l'autre terrain, les officiels décident en cas d'égalité persistante qu'on va aux prolongations comme d'habitude et éventuellement au tir au but. Et si on a souvent dit que les tirs au but c'est de la loterie, c'est l'occasion pour moi de dire non, faut pas quand ça nous arrange, encenser les sportifs pour leur courage, pour leur maîtrise, et puis quand ça ne nous arrange pas, les plaindre pour ça. Les tirs au but sont un exercice footballistique. Je m'excuse s'il y en a qui perdent leur nerf et qui perdent le match pour cela. Ils ne sont pas à plaindre. C'est exactement comme lorsque on a joué petit bras au tennis ou petit pied tout simplement qu'on a tremblé et qu'on a raté son occasion de but. Donc si vous ratez un penalty, vous n'êtes pas à plaindre, vous avez raté un penalty. C'est un geste de votre métier et vous devez évidemment payer le prix. Le grand public nous soupçonne, je veux dire nous, la grande famille de foot, d'arranger les tirages au sort et de dire pourquoi tel est dans tel groupe alors que ça se fait publiquement. On nous soupçonne déjà. Vous imaginez si un tirage au sort doit désigner un vainqueur de match, on ne s'en sortirait pas et je crains que on ne laisse dans la tête des uns et des autres une image d'un sport où on peut s'arranger pour désigner un vainqueur. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Mais là, la meilleure solution, évidemment, la meilleure solution, c'est qu'on ait des buts et qu'on ait enfin dans ce groupe une équipe qui décide de battre les autres. En tous les cas, maintenant qu'il ne reste plus qu'un seul match,
qu'il y ait deux équipes qui décident de battre leurs adversaires et comme ça, ce sera plus net. On espère que ça se passera comme ça, effectivement. On dit parfois que les tirs au but, c'est une loterie, mais là, ce serait une vraie loterie, un tirage. On ne sait pas comment ce serait, d'ailleurs, ce tirage, comment il se ferait. Moi, je l'ai déjà vécu. Je l'ai vécu à la Coupe d'Afrique en tant que joueur au Maroc. Ouais. Et on a été éliminé, effectivement, par un tirage de 2 boules. On était égalité contre l'Algérie. Ouais. Et on est sorti comme ça, la Côte d'Ivoire, et effectivement, on n'a pas pu le digérer. C'est vrai que là, pour une fois, Bell apporte beaucoup de sagesse, parce que les joueurs, quand ils sont éliminés... Non, pas bon. Je veux dire, parce que Bell est souvent un peu... C'est un sage qui a des convictions. Voilà, là, ouais, qui a des convictions, et ces convictions, il les soutient, même quand des fois... Ouais. Il faut aller au bout, il va au bout de ses convictions. Yep. Mais pour ça, je pense qu'effectivement, être éliminé par des tirages, c'est vraiment difficile à digérer. Bon, peut-être qu'on se dit, effectivement, dans les 5 dernières minutes, s'il y a un match nul, ils vont tous jouer comme des fous pour essayer de faire sauter le verrou et faire la différence. On revoit les buts, les 2 buts qui comptent ce soir, entre la Tunisie et la RDC, l'ouverture du score de Ahmed Akechi pour la Tunisie sur ce beau travail de Chikaoui. Cette tête à la limite du hors-jeu, mais il n'y avait pas hors-jeu, but de Akechi, 1-0 pour la Tunisie. Puis l'égalisation pour la RDC, Bokani qui détourne pour Bokila qui marque. Et donc la République démocratique du Congo, grâce à ce but, qui prend son billet pour les quarts de finale. Regardez, Congo-Congo, premier quart. Tunisie, Guinée équatoriale. Et pour le reste, il faudra attendre demain. Et puisqu'on se posait la question, est-ce qu'il y a déjà eu des précédents entre les deux Congos ? Zahir Oussadi, qui est une bible du foot africain, nous a appelé pour nous dire qu'en 68, il y avait eu la finale de la CAN entre le Zaïre, l'ex-RDC, et le Congo, victoire 3-0 du Zaïre. Et en 72, la RDC avait battu le Congo 2-0, mais le Congo s'était qualifié. Donc, il y avait déjà eu des précédents. Merci à tous les deux. Duel fratricide dans 2 jours. Ne vous écharpez pas d'ici là. Merci à Jérôme Martin, à Laurent Jaoui, à Charlotte Bizeux, à Pascal Mathieu. J+1 à 22h45 tout à l'heure. Et pour patienter, une rediffusion du match entre le Cap-Vert et la Zambie. On se quitte bien sûr avec le Zap signé Mathieu Manteghetti. Depuis plusieurs années, 41 ans, vous imaginez, il n'y a pas eu de victoire. Le Congo est paralysé comme paralysé. On commence les matchs au début Au début. Je serai plus à l'aise si je me mets comme ça. Muchas gracias. Bon, voilà, on tweet. J'ai tout le monde. Ça tweet. Chikaoui qui pivote, Chikaoui, le côté et le but. Le but marqué par les Tunisiens avec le travail de Chikaoui. Excusez-moi le terme, mais ça fait chier.